Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va toujours. Écoute, le soleil est revenu, on parle de news, on a plein de news, et je pense qu'on en aura dans les semaines à venir. Là, on a pas mal de trucs qui sortent. Là, c'est la saison des blockbusters qui commence. On a du taf. On va avoir du taf, il va y avoir des annonces, on va analyser le box-office, tout ça, il va se passer des choses. Ouais, c'est clair. Et on commence comme d'habitude avec Marvel, voilà. Et on a des infos sur Spider-Man Brand New Day, le nouveau film, le Spider-Man 4, en gros, du MCU. On a du casting qui est apparemment en cours pour des prisonniers et 3 nouveaux rôles. Donc 2 d'entre eux seraient des vilains, et ils chercheraient du coup un homme et une femme pour ces 2 vilains, dont on ne connaît pas le nom. Et J.K. Simmons est confirmé pour revenir dans Spider-Man 4. Et voilà, et ça devrait tourner toujours en août, donc cet été. Est-ce que tu as une idée de qui pourrait être ces castings, Ista ? Pas spécialement, on avait parlé de Mister Négatif, peut-être ce serait possible sur le coup, sur les méchants. En femme, je sais pas trop, je t'avoue. Mais les prisonniers, je pense à Scorpion. Par exemple, avec la scène post-crédit de Homecoming, où il y avait les prisonniers, quoi. Faut revenir 3 Spider-Man avant. Ouais. Mais c'est vrai que ça va peut-être se passer un truc au Raft, du coup, ou un truc comme ça, quoi. quoi. On va voir Vulture, enfin le vautour aussi. Après, je croyais qu'il était dans une autre dimension. Je comprends plus rien. Ouais, est-ce qu'il y aurait pas une vibe un peu Sinister Six, peut-être ? Ah, peut-être. Ouais, peut-être. Qui avait déjà un peu dans No Way Home parce qu'il y avait 5 méchants, mais oui. Oui, c'est ça. Après, là, ils disent 2 nouveaux vilains. Est-ce que ce serait pas des sous-fifres ou des trucs comme ça ? Tu vois, c'est possible aussi. Après, J.K. Simmons qui revient. Bon, voilà, J.K. Simmons qui reprend son rôle qu'il avait dans les premiers Spider-Man de Sam Raimi. Ok, pourquoi pas. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. Mais il y a moyen que ce soit un truc carcéral, ou peut-être Mister Négatif, il cherche à faire se libérer des prisonniers ou un truc comme ça, je sais pas. Ah oui, peut-être. Oui, peut-être. Si on prend pas en compte, il y a le vautour et Scorpion en prison, il y a moyen qu'il aille les délivrer, qu'il fasse une équipe et tout. Oui, c'est possible. À voir, mais ouais, en tout cas, il y aurait plusieurs méchants dans le film. Mais il y aura peut-être un principal quand même dans l'idée, tu vois, mais on imagine que ce soit Mister Négatif, voilà. Après, on verra ce que ça donne. En tout cas, on a hâte d'en savoir plus parce que pour l'instant, c'est que les petites rumeurs, on n'a pas de... Oui, ça va arriver, hein. Ça va arriver, puisqu'on sait déjà, Sadie Sink, les trucs comme ça, je pense que ça va arriver assez vite, hein. Ouais, c'est ça. Et j'avais lu aussi que Zendaya aurait un rôle mineur dans le film, d'après ce qui se dit en ce moment, là. Donc, peut-être on après, on avait déjà parlé que ses potes, du coup, les anciennes connaissances, seraient sûrement dans le film, mais de manière très, peut-être, juste au début ou un truc comme ça, quoi. On les verra pas longtemps, je pense pas. Merci. Après Ned, ça devient le super bouffon, je crois, dans les comics, donc c'est l'enfer. Ouais, ça va aller, franchement. On va parler d'une autre production Marvel, c'est les Fantastic Four, les 4 Fantastiques. On a quelques détails en plus. Et bien, en fait, le film, il va se passer 4 ans après que la team, l'équipe est devenue une équipe de super-héros. Donc, sur le coup, ça fera déjà 4 ans qu'ils seront déjà une équipe de super-héros, quoi. Ils sont déjà connus, tout ça. Je pense qu'il va y avoir un truc au début qui t'explique un peu, tu sais, ce qu'on voit dans les trailers, là, où on les voit partir en fusée, où ils nous font une origin story en mode, un peu comme BVS, avec Batman au début, un truc très vite, un peu clipesque. On te raconte un peu comment ils sont devenus cette équipe, quoi. Et autre news, c'est que par rapport au Fantastic Four, il y a un comics, un numéro, sur le coup c'est un one-shot, qui va sortir le 2 juillet, et c'est la première fois que Marvel Studios et Marvel Comics travaillent ensemble pour faire un comics qui se passe dans le monde du MCU, et ça va être écrit par Matt Fraction et dessiné par Phil Noto. Il me semblait qu'il n'y avait pas eu des one-shots à l'époque, au début du MCU, sur des trucs comme ça, ou pas du tout ? Si, mais je sais pas si... Ah, c'est pas Marvel Comics, peut-être? Ouais, je crois que c'est pas Marvel Comics. Il y avait des trucs, qui te racontaient comment ça se fait qu'War Machine n'est pas dans Avengers, par exemple, ou des trucs comme ça. Ah, vraiment des infos très très importantes.
Bah parce qu'à l'époque du premier Avenger, on se demandait mais pourquoi lui il est pas là alors qu'il y a tous les autres persos secondaires, tu vois, c'était un peu bizarre. Mais là oui, c'est vraiment en collaboration entre Marvel Studios et Marvel Comics sur le coup, ce qui n'était pas je crois le cas à l'époque. Et Matt Fraction qui est un scénariste plutôt reconnu dans le monde des comics, qui a fait notamment le run sur Hawkeye qui est assez réputé, qui est repris dans la série d'ailleurs de Disney+. D'accord. Avec le chien et Kate Bishop, voilà. Ok. Donc ouais, pas mal, c'est intéressant, ça peut être sympa. On a aussi quelques news par rapport aux deux Avengers Doomsday et Secret War. Donc Marvel Studios a trop duré des nouveaux héros, mais qu'on verrait que dans ces films-là. Sur le coup, ce serait pas des persos mis là pour plus tard ou quoi. Ce serait des héros qui apparaîtraient une fois quoi dans ces films-là, et ça apparaîtrait plus après la fin de la saga de l'Infini. Ouais, et des méchants aussi. Il y a des héros et des méchants. Ouais, après je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là, parce que est-ce qu'ils veulent dire que ce soit une version des méchants, parce que je sais pas comment ça, parce que genre ils vont plus jamais apparaître après, genre je sais pas s'ils mettent un Magneto et il y a plus de Magneto après, enfin je sais pas, tu vois, genre c'est un peu bizarre. Ah oui. Je pense pas que ça soit comme ça, je pense qu'ils veulent dire genre ça serait une version genre des méchants et des héros, des trucs comme ça. Je pense que ce serait des variants quoi, tout simplement, parce qu'en fait je vois pas trop ce qu'ils veulent dire à part ça hein, pour le coup. Mais ouais, je sais pas qui pourrait apparaître juste une fois. Ah bah ils vont faire une c'est genre je sais pas, genre des comment on dit, des tu sais les castings, bah comme Henry Cavill peut-être, tu sais dans le un petit caméo à la Wolverine et puis il repart quoi, tu vois, et puis on le reverra plus sûrement, il sera jamais Wolverine sûrement, tu vois. Peut-être des trucs comme ça. Mais du coup, oui, ça va être le festival, hein, je pense, surtout dans Secret Wars, je pense que ça va être le festival. Hein. Ouais, Secret Wars, ça sent le gros festival du grand n'importe quoi, oui, avec les multivers et tout. Je vous disais, ça va peut-être l'être un peu moins, même si déjà, on est déjà surpris qu'il y a l'X-Men de... Ouais, mais tu vois, je sais pas, j'ai l'impression depuis quand même 1 an, il commence à dire que c'est les 2 films où il va y avoir pas mal de caméos et tout. Tu vois, à l'époque, j'ai l'impression qu'ils disaient pas qu'autant que, en même temps, c'était pas le même projet. Mais que maintenant, ils ont un peu rapproché les deux, à niveau des caméos, au niveau du multivers, quoi, des possibilités, quoi. Ouais, j'ai l'impression là aussi, c'est vrai que... Mais je sais pas, maintenant, j'ai vu des gens dire que ça tournait back-to-back, alors qu'ils me disaient qu'à l'époque, ils les tournaient pas back-to-back, donc je sais pas trop, sur le coup. Est-ce qu'ils ont écrit le scénario pour les deux d'un coup, quoi? C'est possible. C'est possible, bah, peut-être c'est garder secret, tout ça, je sais pas. Après, vu qu'ils ont dû fignoler le scénario de Doomsday, enfin, tu sais, le retravailler et tout, je sais pas s'ils auraient eu le temps de faire les deux d'un coup et tout, donc je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils vont tourner les deux d'un coup. Mais si, après le calendrier, je pense qu'il va bouger, parce que là, Doomsday, il commence son tournage, il sort dans pile 1 an. Je sais pas s'ils auront eu le temps de tout faire, peut-être ils vont tout décaler. Et Secret Wars, mais ça veut dire que Secret Wars, ils vont tourner dans 1 an, quoi. Tu vois, peut-être si ça avance rapidement, quoi. Mais donc du coup, ils vont plutôt enchaîner les tournages, quoi. Donc possible. Après, je sais pas comment ils vont s'y prendre. Ouais. Par contre, moi, je pense pas que ça va bouger du tout, hein, sur le coup. Parce que tu regardes Fantastic Four, ça a commencé le tournage en août, je crois, de l'année dernière, et ça va sortir en juillet, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Mais après, là, vu le projet, vu le nombre de personnes et tout, je me dis, le tournage va être quand même assez long. Donc, je sais pas. Je sais pas s'ils auront le temps de tout faire et tout, mais après, peut-être. Je sais pas. Je pense qu'ils vont tout faire pour le sortir en mai. Parce que c'est la bonne période, Avengers, ça sort toujours en mai. Oui, bah, je pense aussi, mais c'est juste que ça me paraît très short, quoi, comme fenêtre. Ouais, mais tu vois, je te dis, Fantastic Four a l'air plutôt solide, en plus, niveau FX et tout, donc ils peuvent peut-être réussir à le faire sérieusement quand même. Et petite news par rapport au X-Men, donc le film Reboot, par contre, qui sortira sûrement après la saga de l'Infini, c'est que le brouillon actuel, il l'aurait comme méchant Mr. Sinister. Voilà, qu'on n'a jamais eu et qu'on aurait dû avoir à l'époque on a dans une set post-crédit, je crois. Bah, on a un truc qui te lead potentiellement à Sinister, mais il y a rien de concret, quoi. Mais ça t'envoie mais après c'est Dark Phoenix le film. Oui, donc après ça n'a rien à voir du tout avec ça. Mais c'est vrai c'est un des méchants qu'on n'a jamais eu dans les X-Men et que c'est un des plus réputés quand même. Mr. Sinister, c'est celui qui fait des expériences sur les mutants et tout, là, pour les transformer. C'est des clones, quoi. Voilà, c'est ça. Et bah pourquoi pas. Écoute, je pense que c'est la bonne direction potentiellement, parce qu'après, est-ce que se remettre un Magneto, surtout que il va être dans Doomsday au moins, ou peut-être Secret Wars, il y en aura déjà un, plus d'en refaire un et tout de suite, c'est peut-être un peu, voilà. Mais après, en fait, je dis ça, mais ça se trouve, il y aura quand même Magneto et Zou, donc, et c'est juste qu'il y a Sinister, ce sera pas le méchant principal. Mais c'est vrai que avoir un peu de frais quand même, parce on s'est tapé les X-Men pendant 20 ans, d'avoir un méchant qu'on n'a jamais eu, c'est pas trop mal, quoi. Apocalypse, tu vois, de pas le mettre tout de suite, tu vois. Ouais, et on a eu 2 fois le Phénix, hein, encore pire. Ouais, mais ça, on va attendre encore plus longtemps. Très bien.
Clairement. Mais ouais, Sinister, c'est plutôt ouais, ce serait une bonne porte d'entrée en plus, je pense, pour un premier film X-Men. C'est pas mal. Dans l'idée, c'est pas mal. Moi, ça me va. Marvel Studios s'intéresserait à Margaret Qualley pour un rôle dans le MCU. Ça sent peut-être les X-Men, Istan, cette histoire. Ouais, je suis en train de me dire, elle pourrait faire Rogue, sur le coup. Ouais, elle pourrait faire Rogue. Il y a plein de persos qu'elle pourrait faire. Et ouais, après, vu que là, Marvel, enfin Disney en général, ils essayent d'attraper un petit peu tous les acteurs là qui ont été aux Oscars ou qu'on fait parler dans des films là aux Oscars. Il y avait aussi du côté Star Wars, il y avait Mackie Madison là, qu'ils avaient voulu prendre. Bon voilà, Margaret Qualley, elle a fait beaucoup parler avec de substances aussi. Ça m'étonne pas, elle est jeune en plus et tout. Pour une équipe de jeunes dans les X-Men, ça m'étonnerait pas quoi. Ouais, ça serait pas étonnant sur le coup. Et puis après, faut voir si elle veut quoi, parce qu'elle fait beaucoup de trucs indés et tout. Je crois pas qu'elle est dans une grosse franchise. Je crois pas qu'on l'ait vu dans un gros truc. Non, elle a fait que des trucs. Après, elle a fait des trucs plus ou moins chers, quoi. Mais elle a toujours fait des trucs un peu d'auteur, de festival, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que pour l'instant, voilà. Mais après, elle peut se payer pour gagner en répute, enfin en tout cas en visibilité et tout ça, en bancabilité. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Elle peut faire ça. Après, faut qu'elle accepte et je sais pas du tout. Ouais, on verra. En tout cas, ils sont intéressés, puis on va peut-être lui proposer quelque chose. On reste chez Disney, mais on va du côté de la Fox, puisqu'on a eu le trailer de Predator Badlands qui sort le 7 novembre au cinéma. Et déjà, qu'est-ce que t'as pensé du trailer, Ista, tiens? Ah, moi je suis chaud de fou. Sur le coup, ouais. Ça c'est pour moi ça. Il y a du coupage de tête et tout, c'est pour moi. Ça a l'air fun, hein. Ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air bien filmé, ça a l'air cool. Plus moi après j'avais adoré. C'est le même réal et tout, donc moi je suis très impatient. Ouais, ça a l'air un peu de gueule le trailer. Il y a pas mal d'environnements différents. Je sais pas comment ça va être géré. De toute façon, on en reparlera sûrement dans le podcast. Et juste la tête peut-être du Predator. Je suis peut-être pas fan de celui-là, mais bon. On verra ce qu'ils en font. Mais celle du pré était pas fou non plus. Quand il enlève le casque, c'était pas très beau. Mais bon. Ouais, je sais plus. Je me souviens. C'est juste qu'il avait une sale gueule, quoi. Ah oui, ok, oui. Non, d'accord. Oui, non, mais là, c'est juste, je sais pas, il fait un peu propre. Je sais pas, celui-là. On verra de toute façon quand on sera. Moi, ça m'a pas choqué. J'ai vu des gens dire ça, mais moi, ça m'a pas choqué. Ellie Fanning, dans le trailer, voilà, et elle accompagne le Predator, mais elle serait pas une humaine. Eh ben non. C'est une androïde de la Weyland Yutani. Alors la Weyland Yutani, pour ceux qui savent pas, c'est la compagnie en gros principale de l'univers de Alien. Et donc du coup ça rapproche Predator et Alien qui seraient reconnectés dans leur univers. Ça sent le futur crossover, Istin. Oui, clairement, c'est parce que dans le trailer on voit le personnage de Fanning qui a les yeux qui se tournent et il y a les W dans les yeux, comme le personnage dans Alien Romulus sur le coup, où il y a le robot à un moment qui fait pareil. Tous les robots dans la saga, quand ils sont déconnectés, ils ont le W de la Weyland, ouais. Donc ouais, ils sont en train de nous préparer le crossover, clairement. Mais là, je pense que ça va peut-être être bien. J'espère. Sur le coup. Parce qu'en tout cas, ils préparent doucement. Ils ont l'air de vouloir faire ça bien. Et voilà, je pense Badlands, ce sera cool. Alien Romulus, c'était bien. J'espère une bonne surprise s'ils nous font Alien vs Predator, en tout cas. Ouais, je sais pas. Après, qui sera dessus? Est-ce que ce sera Dan Trachtenberg? Est-ce que ce sera Fede Alvarez? Est-ce que les deux vont fusionner? Et vont faire une même entité pour faire ça. Après, je sais pas, en fait, si c'est une bonne idée, tu vois. En fait, j'aime bien que les deux soient dans leur univers, mais après, est-ce que ça va pas faire délire un peu de geek et tout? Et je sais pas, ça va être très intéressant de faire ça. Déjà que là, Fede Alvarez, il compte faire la suite d'Alien Romulus et tout. Ah, je sais pas, tu vois, je me dis, est-ce qu'on peut pas faire d'autres projets un peu différents et tout ça, là, voilà. Je suis pas certain du résultat, mais en parlant de Fede Alvarez et de la suite d'Alien Romulus, apparemment, il y aurait potentiellement un Predator qui jouerait un rôle dans cette histoire. Donc là, oui, ce serait le crossover directement, quoi. Pour le coup, là, il y aurait pas de doute, quoi. Mais, après, ça partirait, du coup, en bourrinerie un peu d'action, je pense. Complètement. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, ils sentent quand même qu'ils peuvent se faire du fric dessus, quoi. Oui, après moi je suis moins réticent que toi, moi je suis chaud, moi j'aime bien les deux et puis je me dis qu'on peut peut-être faire un bon truc et puis si on penserait comme toi, on aurait jamais eu les Avengers, tu vois. Donc moi je suis un peu curieux. Moi j'aimerais bien qu'ils le fassent, un Alien vs Predator. Mais mieux mais pas avec Avengers, ils sont tous dans le même univers de base, tu vois. Là Predator, Alien, c'était un truc un peu de nerd, un peu de geek, tu sais, qui voulait réunir les univers, tu vois, à base d'easter egg et tout ça, et puis ils ont fini par rassembler l'univers. Iron Man et Captain America, ils ont toujours fait partie du MCU. Oui et non, oui, à la base, mais c'est pas les films qui ont ramené ça, c'est les comics. Oui, mais c'est ça que je dis, c'est que je veux dire, quand tu fais Iron Man, qu'il y ait Captain America, que les autres qui se rassemblent, ils sont dans le même univers, on le sait, tu vois, de base, quoi, c'est pas déconnant. Mais là, c'est deux sagas qui étaient pas du tout
pensés comme étant d'une même saga ou quoi, et qui ont été rapprochés parce qu'il y a eu un easter egg à un moment, tu vois. Bon. Mais après, moi, c'est surtout le truc, c'est que je sens que ça va être un truc un peu régressif. Bon, après, ça peut être bien, tu vois, de juste se taper, mais est-ce que ça va être très intéressant? Je sais pas, tu vois. Moi, je suis pas d'accord. Forcément, ce serait régressif. Je dis pas forcément que ça va l'être, mais au vu de Hollywood et ce qu'on a, et voilà, je me méfie très très grandement quoi du potentiel du résultat quoi. Ouais, je peux comprendre que tu méfies, mais là je trouve que Romulus et Prey c'est réussi, donc sur le coup moi pour l'instant j'attends de voir hein, parce que ça peut me plaire quoi. On va du côté de c'est Disney+, c'est Hulu je crois, sur le coup la série Shogun. On a des détails sur la saison 2. Alors il va y avoir le retour de Hiroyuki Sanada et de Cosmo Jarvis, voilà, qui vont reprendre leur rôle. La saison 2 va se passer 10 ans après les événements de la saison 1 et ça va seulement commencer sa production en janvier 2026. Donc je pense que c'est pour au minimum 2027 la saison 2. Oui, je pense aussi. Après là ce qui est intéressant c'est que ça se passe 10 ans après quoi. 10 ans après la saison 1, donc je sais pas ce qu'ils vont raconter vraiment, parce que là c'est une histoire originale, puisqu'il y a le bouquin s'arrête normalement à la fin de la saison 1. Ouais, bon je suis toujours un peu circonspect par le fait de vouloir faire une saison 2. Après j'espère qu'Hiroyuki Sanada, qui est hyper impliqué et tout, il va réussir à prolonger cette histoire et à raconter quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Donc je regarderai dans tous les cas, je pense, la saison 2 parce que j'ai beaucoup aimé la saison 1. Mais ouais, j'espère que ça sera à la hauteur. Ouais, on espère tous sur le coup. Par contre, il y aura pas pas forcément le retour d'Anna Sawai. J'ai vu des gens râler sur ça, ils se disent non mais sans Anna Sawai, c'est plus la même chose et tout. C'est vrai que oui, il va falloir trouver de nouveaux personnages, créer de nouveaux trucs, voilà. Des nouvelles dynamiques, tout ça, et ouais, ça va être un défi, on va voir s'ils vont réussir sur le coup. Ça peut, parce que c'est quand même assez casse-gueule, mais à voir quoi. Parce que tu sais, tu te dis bon, là ça a bien marché, est-ce qu'ils font pas une saison 2 parce que ça a marché et pas parce qu'ils ont idée, mais bon, peut-être qu'ils vont nous surprendre. De toute façon, c'est ça qu'on espère. Hein. Ouais, on espère. Parce que ça va être des heures de visionnage et on espère regarder les bons trucs quand même. On va chez Warner vite fait, parce qu'on a une petite info, Ista, mais qui est pas du tout dans l'ordre de news habituel, puisque c'est une info, je sais pas comment la qualifier, mais en tout cas qui est pas reliée à une news de casting. De justice. C'est ouais, c'est par rapport au film Superman, on en avait parlé que les héritiers du créateur du personnage de Superman, ils avaient réclamé les copyrights et bloqué le film dans certains pays comme le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Australie. Et en fait, il y a un juge qui a mis son verdict quoi sur le coup, et puis il a dit non, en fait ça va sortir sur le coup, et le film sortira bien au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie, comme Man of Steel à l'époque qui a eu le même problème et que ça avait fini exactement pareil. Donc sur le coup ça ouais, bon, ils essayent d'avoir un peu de je sais pas quoi, mais ouais, ça a pas marché. Après c'est vrai que ça aurait été chaud quand même, que quand même 3-4 territoires qui sont quand même assez importants quand même, le Canada, le Royaume-Uni et tout, c'est pas des petits territoires non plus. Ça sera impacté, mais effectivement c'est pas une histoire qui a fait beaucoup de bruit non plus, parce que je pense que les gens, même Warner, tout savaient qu'ils étaient pas inquiétés à ce niveau-là, je pense. Ouais, je pense aussi. Sur le coup, ça c'est fini, en mode y a pas de problème quoi, ça sortira partout. On va du côté des plateformes et de Netflix, très précisément. David Fincher est sur le séquel, voilà, la suite de Once Upon a Time in Hollywood, et on a le titre, ça s'appellera The Continuing Adventures of Cliff Booth. Donc Cliff Booth, le personnage de Brad Pitt qui revient, et alors que Cliff Booth était un stuntman, voilà, c'était des cascades, voilà, pour le personnage de Leonardo DiCaprio dans le cascadeur premier. Quoi. Ouais, voilà, un cascadeur tout simplement. C'est dit un stuntman, oui. Et ici sera un Hollywood Studio Fixer. Alors parti se renseigner sur ce que c'était un fixeur, et en fait c'est un fixeur, c'est quelqu'un qui s'occupe des stars et qui on va dire s'occupe du fait de pas d'étouffer les possibles scandales, voilà, qui pourraient dans lesquels les stars pourraient baigner. Voilà, ça fait très c'est un peu déjà ce qu'il faisait. Il avait une relation assez particulière, Cliff Booth, avec Leonardo DiCaprio déjà, voilà, mais là bon, ça fait un peu ça fait très David Fincher, cette histoire d'un mec qui va on va dire s'occuper de réparer les conneries de certaines personnes. On s'imagine que ça va être dans certains bains de sang, etc. En tout cas voilà, qui va s'occuper un petit peu des problèmes. Dans son dernier film, c'est un peu de killer, c'est un assassin qui s'occupe de tuer des gens pour des personnes. Il y a un peu cette idée là, bon c'est pas la même chose, mais il y a un peu cette idée là, je pense. Et on verra ce que ça donne. J'avoue que je suis de plus en plus curieux de voir ce truc-là, parce que je me dis qu'est-ce qu'il va nous faire encore l'autre. Mais je pense que ça arrivera pas avant au moins l'année prochaine, voilà, au moins.
Ouais, mais ça a l'air d'avancer vite parce que là, on a déjà un titre et tout. Mais Bah, de toute façon, ils avaient déjà un script, hein. Donc, ils avaient déjà le script, ils avaient des acteurs qu'ils ont remplis vite. Je pense qu'il leur suffit une date de tournage, etc., un peu de préparation, et je pense que ça sortira peut-être fin d'année 2026, un truc comme ça, hein. Ouais, peut-être pour Noël, un truc comme ça, mais par contre, ça fait chier que ce soit Netflix, Netflix. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça fait chier, hein. Et d'ailleurs, ça, c'est pas mal pour faire un petit follow-up sur le prochain sujet. Oui, parce que effectivement, Netflix nous fait chier, on se rend le coup. Notamment le boss de Netflix, donc Ted Sarandos, il a parlé et il a dit que les plateformes de streaming sont en train de sauver Hollywood. Voilà. Il a dit qu'aller voir les films au cinéma, c'est une idée passée de mode pour la plupart des gens. Et qu'on lui a parlé du box-office qui déclinait un peu en début d'année, là, il a dit qu'est-ce que le consommateur essaye de nous dire, qu'il aime voir les films à la maison. Voilà. Ce qui est complètement faux parce que la semaine où il dit ça, il y a des gros cartons au box-office, notamment Sinners et Minecraft et tout ça. Donc, il dit de la merde. Oui, en plus, il parle de consommateurs, donc on voit déjà très bien comment il s'adresse aux gens et aux personnes qui vont regarder les films, quoi. C'est les consommateurs pour lui, de toute façon. Voilà. On avait très bien compris. Bah, après, lui, c'est son rêve, hein. Je pense que personne n'aille au ciné et que tout le monde reste à la maison regarder ces trucs sur Netflix. Après, malheureusement, je pense que le problème à Hollywood, il est plus que, c'est pas le fait que les gens, je pense, veuillent pas aller au cinéma, parce que quand des fois, ils se déplacent massivement au cinéma. Avatar, Barbie, Oppenheimer, ils se sont déplacés alors que c'était des films que ah bah non, c'est pas des films de 3 heures. Personne va aller voir un film de 3 heures au cinéma. Eh bah si, il y a des gens qui sont partis voir un film de 3 heures. Après, je pense qu'il y a des problèmes un peu plus profonds sur le fait que voilà, il y a quand même un problème à Hollywood sur les films qui sont faits, sur la production des films. Mais je pense pas que c'est les gens qui veulent pas aller au cinéma. Ça, je pense, j'y crois pas trop. Même si il y a quand même l'inflation qui a beaucoup marqué, surtout aux États-Unis, plus qu'en France, voilà, qui a fait que voilà, le prix de la place a augmenté. Mais je pense que c'est pas, les gens ne veulent pas rester sur leur siège chez eux. Il y a quand même beaucoup de gens qui veulent aller au cinéma. Je pense que c'est pas ça le problème. Et je pense que cette déclaration, c'est lui qui prend ses fantasmes un petit peu pour des réalités. Je pense, et qui est en mode ouais, en fait, les gens veulent, il faut tout investir dans le streaming, etc. Ouais, mais en plus, on a vu que quand même certains studios se rendaient compte quand même, ils pouvaient perdre quand même pas mal de potentiel, hein, aller en salle, hein. Bah, là, on parlait de Prey avant. Moi, je pense que Prey, c'est un film que Disney a un peu regretter un peu de pas le sortir en salle. Bah, on voit parce que la suite déjà sort au cinéma déjà, et parce que Prey a pas mal marché sur les plateformes, mais je pense que ça aurait été un film qui aurait bien marché au cinéma et qu'en plus après sur les plateformes aurait bénéficié un peu de tout ça. Mais voilà, je pense que les gros studios, en tout cas Disney, qui lui pendant quelques années était en mode on va tout mettre sur les plateformes, on va faire des trucs sur les plateformes, et ben ils ont fait pédale arrière parce qu'ils se sont rendus compte que les plateformes de streaming c'est pas si rentable que ça au final. Ouais, clairement. Puis il y avait même le truc de Max qui sortait le film en cinéma en même temps, Warner qui sortait les films en même temps sur streaming et en même temps au cinéma. Oui, ils sont vite retournés de tout ça, hein. Ouais, toutes les stratégies là, elles sont tous un peu dès qu'ils ont commencé à voir que leurs abonnés commençaient à stagner et qu'ils étaient à perte, ils se sont dit ah bah, en fait c'est pas mal le cinéma quand même d'avoir des succès dessus, quoi. Oui, et puis là Moana 2 quoi. Moana 2, projet télé, projet pour Disney+, qui se transforme en film et qui fait un énorme carton, quoi. Bah oui, parce que ça a marché au cinéma le premier, et le 2 oui, bah oui, les gens vont aller le voir au ciné, quoi. Enfin bref. Mais par contre, ça me rassure pas sur Netflix. Tu sais, des fois, on se disait peut-être qu'ils vont enfin sortir un film au cinéma. Oui, bah, c'est ça, ouais. Bah non, sur le coup, ouais. Et bah ça permet de faire l'association avec Narnia, parce que Narnia, il y avait un peu ça aussi. Ouais, bah oui, Narnia, il va avoir une sortie très limitée, mais chez nous, on l'aura pas du tout au cinéma, c'est un peu dommage. Mais on a le casting de la White Witch, la sorcière blanche, qui était dans le premier film, qui était au cinéma. Et bah c'est Emma Mackey qui va jouer dans le film. Et c'était Tilda Swinton, pardon, qui a incarné le personnage dans le premier film Narnia, et ça lui allait bien parce qu'elle a eu une pâleur assez folle, Tilda Swinton, et elle a une sorte d'étrangeté et tout qui lui marchait bien. Là, Emma Mackey, c'est une version plus jeune du personnage, du coup, parce que Tilda Swinton était plus âgée au moment du casting. Là, on a Emma Mackey. Pourquoi pas? Emma Mackey, elle était dans Barbie aussi, hein, donc c'est pour ça aussi qu'elle le reprend. Elle était très rapidement dans Barbie, mais elle y était quand même. Pourquoi pas? Après, c'est vrai que il y avait quand même cette étrangeté du personnage, enfin de Tilda Swinton qui imprégnait, je trouve, le personnage dans le premier film. Maintenant, voilà, Emma Mackey, elle commence à percer au cinéma. Elle a eu le Rising Star, je sais pas quoi là, pour dans les BAFTA, je crois que c'était au BAFTA il y a 1 an, ou un truc comme ça. Voilà, pourquoi pas. Après, j'ai l'impression que Greta Gerwig elle casse beaucoup ses potes, donc voilà.
On a des news sur le film Split Fiction, donc adapté du jeu vidéo, on en avait déjà un peu parlé sur le coup, qui a été annoncé assez vite parce que le jeu est sorti le mois dernier sur le coup. Et il y a déjà un casting, c'est Sydney Sweeney qui a été casté dans la version live action. Et on a un réel aussi, c'est John M. Chu qui va le réaliser avec Reed Rees et Paul Wernick qui écrivent le script. Et pour l'instant, il n'y a pas de vraiment, on sait pas où il va atterrir en tant que sur une plateforme ou au cinéma, tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas de vraiment. Le seul producteur qu'il y a, c'est Story Kitchen, voilà, dont on va parler juste après aussi. Mais sur le coup, on sait pas qui a les droits pour le moment, quoi. Ouais, bah John M. Chu, voilà, qui est en vogue avec Wicked, va faire cette adaptation de jeu vidéo, parce que c'est un jeu vidéo, mais qui est sorti il y a pas si longtemps. Je crois qu'il est sorti il y a un an, un truc comme ça. Même pas un an, en fait, il est sorti l'année dernière. Non, le mois dernier. Ah, le mois dernier, putain. Moi, je crois qu'il était sorti il y a quelques mois, mais non. Il est sorti il y a un mois. Donc voilà, il y a déjà une adaptation live qui arrive. C'est fou parce que maintenant, les jeux vidéo, ils ont des adaptations hyper rapidement. On en reparlera juste après, en plus. C'est marrant. Alors qu'ils sont à peine sortis. Et Sydney Sweeney est déjà sur le projet. Alors Sydney Sweeney, elle est sur je sais pas combien de projets. C'est un truc de malade. Là, elle est partout. Il y a sûrement sa boîte de prod qui va s'ajouter dedans ou un truc comme ça pour avoir des trucs. Mais voilà, c'est devenu une grosse star. Ça peut attirer du monde. Mais c'est un jeu de SF un peu bizarre. Je crois où il y a deux personnages qui sont dans des univers différents, un médiéval, il me semble, et un futuriste. C'est ça. Je sais pas comment ils vont adapter ça. Va falloir avoir beaucoup d'idées et je pense qu'il va falloir du pognon aussi parce que ça me paraît quand même assez cher tout ça. Mais bon, après John M. Chu, pourquoi pas. Moi je m'en fous un peu de ce réal, mais écoute, pourquoi pas. Mais écoute, le jeu a l'air de cartonner, donc pourquoi pas, avec Sydney Sweeney et tout, ça peut marcher, hein. Ouais, complètement, sur le coup. Après, sur le coup, il y a duo féminin, donc il faudra un colite, quoi. Sur le coup, il faut une autre meuf à caster. Peut-être Mickey Madison. D'accord. Non, mais je sais pas, là, on a la blonde et il faut une brune. Donc, Ah, bon, bah, il y a plein de brunes à Hollywood, hein. Il y en a plein. Donc, mais ouais, c'est étonnant que ça arrive très très vite maintenant. Les jeux vidéo à peine ils sortent, ils ont des adaptations, quoi. C'est fou. Après, le projet en soi, enfin, l'idée est complètement, un peu délirante et un peu fun, quoi. Ça peut donner des très beaux trucs, quoi. Ouais. Mais il va falloir avoir des idées, quoi. Enfin, va falloir être solide, quoi. Ouais, clairement. Mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa si c'est bien fait. Et autre adaptation de jeu vidéo. Alors ça, il faut qu'on s'excuse parce qu'on a complètement laissé passer. Ça date de janvier. Mais on s'excuse de quoi? Comment on aurait pu savoir que ça allait être un truc de fou, quoi. Ouais, alors le jeu qui est en train de cartonner en ce moment, la Clair Obscur Expédition 33 qui vient de sortir, qui a des bonnes notes de partout et qui a des ventes assez phénoménales, il a une adaptation en live action, un film en live action qui est en production. Le casting est en train d'être fait, produit aussi par Story Kitchen dont je parlais tout à l'heure, parce qu'en fait j'ai regardé, en fait ils font que ils produisent que des adaptations de jeux vidéo. Ils ont produit du Tomb Raider, des Just Cause, c'est Street of Rage chez Lionsgate. En fait ils sont spécialisés là-dedans. Donc voilà, et donc ce jeu-là qui cartonne en ce moment avec Charlie Cox dans le rôle principal en VO. Eh bien il va avoir son film. Est-ce qu'il sera casté aussi dans la version live action Charlie Cox? Je ne sais pas, mais le jeu vient à peine de sortir. Après, ce qui est fou, c'est ils ont eu le flair parce que le jeu, avant qu'il sorte, c'était pas non plus, personne savait que ça allait devenir le carton que c'est devenu maintenant, là, parce que tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est le Game of the Year et tout, etc. Là, c'est un truc de malade. Maintenant, pour le coup, j'avoue qu'ils vont adapter ça, et encore une fois, ça va être un délire aussi à adapter, parce que là, l'univers et tout qui est dépeint, ça va être quelque chose. Voilà. Après, on n'a pas de casting, on n'a pas de réalisateur, etc. Mais là, je pense que s'ils sont en train de chercher quelqu'un dessus activement, je pense, parce que là, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a une hype tout autour, quoi. Ouais, clairement, ça peut-être que ça s'accélère en interne, mais ouais, c'est possible. Mais ouais, l'adaptation était annoncée avant la sortie, quoi. Donc ouais, quoi, ils ont parié sur le bon cheval, comme t'as dit, hein. On va du côté de chez Lionsgate, puisqu'on a du casting du côté d'Hunger Games, Sunrise of the Reaping. On a Joseph Zada qui va incarner Young Haymitch, donc le jeune Haymitch, qui était joué par Woody Harrelson, et qui serait normalement le personnage principal de celui-là. Whitney Peak en tant que Leonore Dove, McKenna Grace qu'on a vu dans SOS Fantôme, qui est casté en tant que Miss Ellie Donner, et Jesse Plemons qui était casté en tant que Plutarch Evansby, donc qui était interprété dans la saga principale par Philip Seymour Hoffman, pardon. Et voilà, et c'est vrai qu'il lui ressemble pas mal. Il lui ressemble pas mal. En plus, je crois qu'il y a un film où il joue son fils, j'avais entendu. Ah ouais? Voilà. C'est pas étonnant. C'est plutôt mon champ de casting. Mais ouais, en fait, c'est le compte qui sort tous les jours, il sort un nom, là. Ils nous sortent un nom. Et puis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'annonces de casting au niveau du projet, quoi, en ce moment. Ensuite, on a
Miami Vice qui revient. Miami Vice, c'était une série télé qui existait avant même que nous deux soyons nés. C'est vrai. Une vieille série qui avait été produite par Michael Mann, voilà, qui a fait ensuite un film avec Colin Farrell et Jamie Foxx qui s'appelait Miami Vice. Et là, ça va être repris en tant que film avec cette fois-ci Joseph Kosinski, donc celui qui a fait Truman. Voilà, j'ai Truman Capote, je pensais parce qu'il y avait Philip Seymour Hoffman, j'ai parlé de lui juste avant. Du coup, je pensais à Truman Capote, rien à voir, qui a fait Top Gun Maverick. Ah ok. Pourquoi Truman Show? Je sais pas, je suis Truman, j'ai dit qu'est-ce qu'il cherche. Non, c'est parce que Philip Seymour Hoffman a fait un film qui s'appelle Truman, qui était sur Truman Capote. Oui. Et voilà. Et sauf que du coup, ça m'a fait penser à ça, mais ça n'a rien à voir avec Top Gun Maverick, rien du tout. Et qui va être écrit par Dan Gilroy, donc le frère de Tony Gilroy qui est sur la saga, sur la série Andor, et Dan Gilroy qui a réalisé un film avec Jake Gyllenhaal qui s'appelle Nightcrawler, qui avait fait beaucoup parler. Donc voilà, il y a du beau monde. Bon, Joseph Kosinski, je suis un petit peu moins sûr du truc pour le coup, mais Dan Gilroy, j'aime bien son travail. J'aime beaucoup de Nightcall. Mais voilà, du coup, ça va revenir le genre de thriller body cop avec Joseph Kosinski, Dan Gilroy. Bah ouais, à voir sur le coup. Après, Kosinski, il a fait des bonnes scènes d'action sur Top Gun, donc ça peut être un film d'action sympa, quoi, avec des bonnes scènes et tout. Mais là, il y a son F1 qui arrive. J'ai vu le trailer tout à l'heure, là. Ouais, aussi, ouais. Lui, il est sur un peu partout, là, parce que si son F1, il fonctionne, c'est vrai qu'il va avoir Top Gun Maverick plus F1 qu'on aurait dépassé, je sais pas combien de centaines de millions, donc il sera plutôt bien. Voilà. Après, moi, j'ai vu d'autres films de lui. J'ai moins aimé. Joseph Kosinski, donc bon. C'est Oblivion, c'était lui, non? Ouais, c'était lui Oblivion, et c'était lui Spider-Head sur Netflix aussi. Parce qu'Oblivion, j'étais mitigé, moi, sur le coup. Mais ouais. Tout le monde a oublié Oblivion. Voilà, tout le monde s'en fout. Clairement. Et en parlant de franchises qui reviennent, Urban Legend. Oui, vous écoutez bien, Urban Legend, voilà, qui était une saga un petit peu horrifique de série B, j'allais dire, mais bon, c'était pas très bien. Urban Legend, c'est pas des sagas de films qui est très bonne. Pas les meilleurs. Voilà. Ouais. Il y avait Jared Leto, il me semble, dans le premier. Il me semble que le premier a introduit Jared Leto. Merci beaucoup Urban Legend. Et c'est Gary Doberman. On a déjà parlé de Gary Doberman, ça me dit quelque chose dans ce podcast. Ah ouais. Bah oui, parce que je me souviens qu'on avait parlé de ce nom de famille plusieurs fois, qui va produire le film. Je crois qu'il fait des films de pas fou, je crois. Ah bah oui, c'est celui qui a scénarisé Until Dawn, donc dont on a parlé récemment. Après il a scénarisé les Annabelle, la Nonne, il a scénarisé plein de trucs d'horreur. Destination Finale 5. Ouais, ça m'étonne pas que ce soit lui qui soit derrière produire pour ça. Maintenant, Urban Legend, c'était pas bien, mais là, il y a toutes les sagas d'horreur qui reviennent. On a eu Scream, là, on a I Know What You Did Last Summer, là, qui vient cet été. Voilà, parce que c'est des films qui sont produits pour pas cher, et comme on est dans la période des sagas Hollywood, des trucs qui reviennent, qui finissent pas, voilà, on te ramène Urban Legend, alors que c'était nul, comme souviens-toi l'été dernier et tous ces trucs-là. En vrai, on peut pas mais c'est parce qu'en fait, Urban Legend et même sur l'été dernier, c'est déjà des films à la base qui font suite au succès du premier Scream, sur le coup. Quand le premier Scream il arrive, ils font tous leur copie un peu sur le coup. Et là ça recommence parce qu'il y a eu Scream 5 et Scream 6 qui ont cartonné sur le coup. Il y a toutes les pseudo-suites nulles qui reviennent. Voilà, ils sont tous en train de revenir, quoi. Donc les néo-slashers en fait, tout simplement, qui reviennent tous. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, on les remercie pas. Non, les remercie pas, pas du tout. Projet qui donne quand même un peu plus envie, je pense, en tout cas pour moi. Je sais pas pour toi, mais en tout cas moi ça m'a donné très envie. Le nouveau film de Mamoru Hosoda, qui avait fait Belle, qui avait fait la traversée du temps, Le garçon et la bête. Il a fait aussi. Le garçon et la bête, voilà. Ouais. Voilà, donc son nouveau film qui s'appelle Scarlett, qui va sortir, on a une date, fin d'année. Pour l'instant, c'est la date américaine, mais ça sortira le 12 décembre 2025. Donc voilà, film d'animation, un peu qui a l'air d'un peu dans un délire heroic fantasy, medieval fantasy. En tout cas, ça a l'air très très cool. Moi, ça me donne très très envie. Ouais, moi j'ai bien aimé les films que j'ai vus de Mamoru Hosoda, donc je l'attends. Après la 3D, je ne sais pas, parce que j'ai toujours plus de mal avec les films en 3D, surtout japonais, tout ça. Mais bon, je lui fais confiance. Des 4 films que j'ai vus, j'ai adoré. Donc il y a pas de raison que je n'aime pas celui-là, j'imagine. Voilà, en plus c'est heroic fantasy et tout. Bon, moi j'aime bien. Je suis dedans, moi j'aime beaucoup. Donc ouais, j'attends pas mal quand même le film. J'ai hâte de le voir aussi. Ouais, je pense que ce sera mieux que Le Seigneur des Anneaux. Alors, que la saga de la trilogie de Jackson, je sais pas. Non. Mais que le film de l'année dernière, la guerre des Rohirrim, c'est fortement probable. On va pas se mentir. Et on va finir ces news avec le jury de Cannes qui a été annoncé. Et alors, moi, je pensais, parce que je crois que dans un des épisodes précédents, je crois que je dis que le jury de Cannes, voilà, je dis qu'il y a un jury et tout qui a été fait, alors que pas du tout, mais dans ma tête, je sais pas pourquoi je pensais que le jury a été déjà annoncé, alors que pas du tout. Je sais pas, donc, Tim et Al culpa
si j'ai dit que le jury avait été annoncé. Mais voilà, le jury qui est présidé par Juliette Binoche compose Ali Berry, donc Jérémy Strong, Payal Kapadia, Albaror Washer, Leila Slimani, Dieudo Hamadi, Aung San Suu et Carlos Regadas, donc un jury assez éclectique, voilà, parce qu'il y a des gens de différents pays et aussi de différentes cinéphilies, disons, pour le coup, parce que bon, Ali Berry et Aung San Suu qui sont dans le même truc, c'est assez spécial pour le coup, tu te dis, dans le même jury. Mais du coup, au moins, on aura plusieurs avis, les gens aimeront pas toujours les mêmes choses, ça peut être pas mal. Et ouais, voilà, du coup, le jury est assez éclectique. Moi, je suis pour la diversité, voilà. Pour la diversité dans le jury. Ouais. Après, moi, je t'avoue, je connais pas grand monde, mais faudrait que tu me bah, je connais pas tout le monde, je connais les 2 tiers, hein, moi, mais je connais pas énormément tout le monde. Carlos Regadas, je connais pas, mais il me semble que c'est un réalisateur espagnol ou un truc comme ça. Donc mais après, je veux pas dire de bêtises, j'ai pas du tout vu des trucs dessus, quoi. Mais Payal Kapadia, elle a fait un film l'année dernière je crois qu'elle a remporté un prix à Cannes, je sais plus. Mais c'était All We Imagine As Light, en tout cas, qui avait fait beaucoup parler. Donc voilà. Jérémy Strong, il a déjà réalisé, lui? Non, mais c'est un acteur, il a le droit de venir. Que j'aime plutôt bien, même s'il est un peu bizarre, le mec, il a l'air un peu bizarre, mais sans le coup, mais ouais. Bah, il a un peu le mental acteur studio qui est assez critiqué en ce moment, mais après, voilà, et moi j'ai vu des trucs, il est très bon, il est très bon, ouais. Il joue bien. Et on va aller dans la chronique Box Office Ista. On va parler d'Until Dawn. Until Dawn, on en a parlé dans notre dernière critique, allez l'écouter. Et bah, ça a démarré avec 8 millions sur le sol des États-Unis et 10 millions à l'international pour un total de 18,1 millions pour l'instant, pour un budget de 15 millions. Donc c'est pas trop mal. Après, ça peut chuter assez vite. C'est pas un score délirant non plus, pour le coup. Donc voilà, toutes les adaptations de jeux vidéo ne cartonnent pas direct. Mais après, faut voir s'ils baissent. Mais c'est pas un carton non plus annoncé comme le Conjuring Verse ou les trucs comme ça, quoi, tu vois, pour le coup. Alors que pourtant, film d'horreur plus adaptation de jeux vidéo, on aurait pu croire que voilà, ça cartonnait, mais pas foncièrement, tu vois. Mais ça marche, ça va. C'est pas pour l'instant, ça va. Quoi. C'est pas horrible. Mais par contre, Sinners, lui, tient bien la route puisqu'il a obtenu 45 millions pour son 2e week-end aux États-Unis, donc ce qui est un drop de 6%, ce qui est extrêmement peu. Voilà, aux États-Unis, il se maintient extrêmement bien. Nous, on se doutait qu'il allait se maintenir un peu. On se doutait pas qu'il allait se maintenir autant pour le coup, mais pour l'instant, il a obtenu 161 millions dans le monde pour un budget de 90 millions et il pourrait finir à plus de 300 millions, donc ça en ferait un succès, donc le plus gros succès d'un film original depuis je sais pas combien de temps, potentiellement. Donc voilà, c'est plutôt, nous on est plutôt contents, en plus on aime plutôt bien le film, nous, donc on a fait une critique dessus, vous pouvez aller l'écouter. Et voilà, on est content pour le film. Ah bah oui, de fou. Mais j'ai entendu que le 6% de drop, c'est un truc de fou, parce que genre la dernière fois qu'il y a eu un truc à peu près similaire, c'est le premier Avatar, je crois qu'il a fait 2% de drop en deuxième semaine, en deuxième week-end, tu vois. Donc c'est un truc assez fou sur le coup. Mais ouais. Après, je me demande est-ce qu'ils vont faire une franchise de ça, si ça prend et tout. Est-ce qu'ils vont faire un Sinners 2, une préquelle ou je sais pas quoi. Bah, ils peuvent clairement faire des suites et tout. Après, je sais pas s'il a envie de faire ça, Ryan Coogler. Bon, après, je sais pas. Est-ce que ça va perdre un peu de son charme et tout? Bon, potentiellement. Mais après, est-ce qu'il peut pas déployer d'autres choses? Je sais pas. Écoute, je ne sais pas. Je sais pas. Après, il peut produire et puis donner ça à d'autres réals et tout. Mais bon, enfin, ça serait pas fou, mais bon. Sur le coup, il peut développer un univers autour, hein, en tout cas. Oui, clairement. Même dans d'autres époques et tout. En tout cas, il peut faire des choses s'il veut, je pense. Il y a eu la ressortie du Star Wars épisode 3, la revanche des Sith, et ben ça a fait un score assez fou, parce que ça a fait 25,2 millions de dollars ce week-end en domestique, donc sur le sol américain. C'est le second plus gros opening week-end pour une ressortie dans l'histoire de tous les temps du cinéma. Ouais, bah là ça a cartonné, là il y avait plein de gens qui ont partagé leur moment favori de la revanche des Sith là sur Twitter, c'est parti en couille. Mais c'est vrai que voilà, les gens vont au cinéma pour aussi que pour voir des nouveaux films, il y a aussi des films cultes qui ressortent, et bah voilà, ça fait quand même pas mal d'entrées. Avatar était ressorti avant le 2, ça avait explosé aussi les compteurs. Ah oui, je me demande si c'est pas celui-là, celui qui c'est possible, mais en tout cas ça avait pas mal marché, quoi. Donc voilà, il y a aussi des films, voilà, est-ce qu'on pourrait pas avoir plus aussi de ressorties? Bon, on en a déjà pas mal, hein. Bah Coraline qui était ressortie aussi là au cinéma, oui, qui avait pas fonctionné. Ça avait vraiment bien marché. Donc voilà, aussi il y a des films cultes qui sont pas mal à revoir au cinéma, hein. Voilà, Monsieur Ted Sarandos. même les trucs qui sont disponibles sur ta plateforme, les gens préfèrent aussi peut-être aller le voir au cinéma aussi. Voilà, allez hop. Bah voilà, allez hop. Arrête de dire de la merde sur le coup. Ressortez-nous le MCU au cinéma, s'il vous plaît. T'as dit quoi? Ressortez-nous le MCU au cinéma, j'ai dit. Ah ouais, putain, tout le MCU, bah putain, ça va être long. Chaque semaine, on va ressortir le truc. Sur la moitié de l'année, il y a des films Marvel. Et ce week-end est un week-end un peu spécial puisque c'est le premier depuis à peu près 2 ans que 4 films
ont amassé plus de 20 millions au box-office américain. Donc 45 millions pour Sinners, 25 millions pour La Revanche des Sith, 25 millions pour The Uncontent 2 et plus de 20 millions pour Minecraft qui est encore là, malheureusement. Et voilà, c'est plutôt un bon week-end. Voilà, le début de l'année était assez compliqué. Là, on a un bon week-end. Est-ce que ça va garder cette dynamique? On l'espère. Faut que le cinéma ça fonctionne, donc c'est plutôt une bonne nouvelle sur le coup. Ouais. Les cinémas ne vont pas fermer. Heureusement. On a des trackings pour Thunderbolt, on a des estimations pour le premier week-end. Il ferait 175 millions pour son opening week-end mondial sur le coup, pour un budget de 180 millions. C'est à peu près similaire à ce qu'a fait Captain America, un petit peu moins quoi. C'est ça, pour un budget qui serait aux alentours de 180, et des gens qui disent 200. Bon là, en tout cas, ce serait à peu près pareil que ce qui a été annoncé pour Captain aussi America. Voilà, après c'est pas du coup le meilleur démarrage puisqu'on sait que Captain America s'est pas bien passé, mais Captain a reçu une chute assez sévère en deuxième semaine, et faut voir surtout s'il se maintient bien pour le coup. Et puis de toute façon on verra ce week-end si peut-être qu'il fera plus que les estimations aussi. C'est pas impossible aussi, parce qu'il a des bonnes critiques, il a des bons retours, donc c'est possible qu'il y ait plus de gens qui veulent le voir celui-là. Ouais. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, Sta. Voilà, on se retrouve pour la critique de Thunderbolts, voilà, très bientôt, donc le deuxième film Marvel de cette année. Voilà, et on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme sur laquelle vous nous écoutez, ça fait toujours plaisir et c'est assez important pour le référencement. Voilà, à nous soutenir, n'hésitez pas à nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute possibles, Apple Podcast, Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast, voilà, on est un peu partout, et à nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment, @la nuit des sorties, donc sur X, Twitter, Blue Sky, TikTok, YouTube, on est un petit peu partout et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.